Bonsoir, bienvenue. Comment ça va ici? Connectez-vous. Bienvenue, bienvenue. Bon, bah, live du soir, hein. On fait comme on peut, hein. Avec toutes les responsabilités et tout. Donc, je pouvais pas faire ça plus tôt. Je sais qu'il y a du monde quand même, donc... Hop. Je vous laisse vous connecter. Ouais, bah, voilà. Bon. Oh, hey. Le téléphone, il veut tomber, il veut pas que je fasse le live ou quoi? Bienvenue, bonsoir, connectez-vous. Ouais, c'est mieux comme ça. Parce que ça me faisait trop de reflets dans les yeux. On va faire ça comme ça. Hop. Ouais, c'est mieux, on tamise un peu la lumière. Voilà, voilà, bienvenue à vous. Sacré contraste, hein, j'aime beaucoup. Comment ça va? Bon, je vous laisse vous connecter. Bon, on a la soirée, hein. Tranquille, bienvenue, bienvenue, bonsoir, bienvenue. Bienvenue. Bon, alors, salut, ça va vite, hein. Alasco, Del, Josette, bonsoir. Bienvenue. Connectez-vous, je vous laisse vous connecter, tranquille. Hier, je n'ai pas pu faire de live. Patrick, Denis, salut, bienvenue. Aujourd'hui, en journée, je n'ai pas pu. Journée très, très, très chargée. Quand j'ai des grosses journées, je mets le live le soir. Modibo. Manu Cuisine. Donc, je vous laisse vous connecter et puis je prends mon dessert. Yaourt, hein. Nature. Tokoi. Salut. Je vous laisse vous connecter un peu. Et on attaque. Je l'avais annoncé, hein, ce matin, on va parler de, pareil, titre de séjour ou refus de délivrance de titre de séjour au QTF et pays de destination. Au QTF, sans délai de départ volontaire. V. Emmanuel, salut, bienvenue. Bonsoir. Je vous laisse vous connecter et partager le live, d'accord? Vous connectez, vous partagez. Ça peut servir, hein? On ne sait jamais. Non, je sais que ça sert. Pas qu'on ne sait jamais. On sait que ça va servir, que ça sert. Donc, vous partagez, vous connectez, vous partagez. Et puis, on commence. Alors. Ah ouais. Pépère, salut. 59 JD, bonsoir, bienvenue. Team Work Day 42. Salut, welcome. Hello, how are you? Connectez-vous. Partagez, hein. Dès que vous vous connectez, vous partagez, ok?
Yaourt. Moi, je préfère comme ça, nature. Lait entier. Mustapha, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, connectez-vous. Partagez, hein. Partagez. L'atelier, bonsoir, bienvenue. On commence dans 2 minutes. Cindy, 243 MP, bonsoir. Olivier, bonsoir, bienvenue. Partagez, partagez, partagez. Dès que vous vous connectez, vous partagez, hein, d'accord? Bonsoir. Moi, comme vous n'avez pas de pseudo, je sais pas comment vous appelez, hein, pour vous dire bonsoir. Donc, bonsoir, hein. Utilisateur 40 99 39 00 90 806. Bienvenue. Donc, on va parler d'OQTF, de refus de titre de séjour, et d'OQTF sans délai de départ volontaire. Et puis bon, il n'y a pas d'IRTF. Une minute et on attaque. Donc, je vais présenter le contexte, les faits, et puis je vais indiquer la procédure, et après, je fais juste de la lecture. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, voilà. Ça fait 4 pages, hein, mais... Recto verso. 2 pages. Après, 3, 4, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc, il n'y a pas lieu de faire de grandes analyses. Donc, juste un peu d'explication, présentation des faits, problèmes juridiques, de la procédure, c'est important. C'est ça qui m'importe, en fait, la procédure, comment ça s'est passé du début à à la fin, pardon. Donc, c'est ça que je vais présenter. Bon, allez, on va commencer. Bon, allez, bonsoir, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. GP, bonsoir, bienvenue. Alors, donc ce soir, nous allons parler d'un arrêt. Non, je pense que pour ceux qui suivent la page, vous savez à peu près quand je parle d'arrêt. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, donc de la 2e chambre. J'avais déjà un peu expliqué ici les différences et tout. D'accord. Donc, c'est de cette année, hein. Moi, je dis pas le mois, mais c'est de cette année. Ça n'a même pas 3 mois, ce truc. Voilà. Parce que bon, après, même si on ne présente pas les gens par leur nom, il n'y a que leurs initiales, on peut à peu près savoir qui c'est, hein. Donc, c'est public, hein. Ça, c'est public, c'est publié.
toute façon, c'était inédit au recueil des décisions de justice. Hein. Voilà, c'est inédit, donc c'est public. C'est pour ça que je préfère les imprimer et puis en parler. Et juste avant de commencer, donc samedi, il y a une conférence en ligne que j'organise concernant la problématique de l'accueil et de l'intégration des femmes primo-arrivantes en France. Donc, c'est une conférence payante. Le lien est encore sur la page, les flyers sont encore sur la page. Donc, venez, on va parler, il y a 5 thèmes que je vais aborder, notamment concernant les conditions d'accueil, les conditions matérielles d'accueil en France pour celles qui viennent d'arriver. Et on va aborder le thème de l'individualisation du droit au séjour, d'accord? Et ça, cet arrêt, il tombe pile poil sur ce thème de l'individualisation du droit au séjour, d'accord? Et puis, on va parler de toutes ces choses-là, hein, de la difficulté ou des stratégies à avoir pour accéder à des emplois qualifiés et donc rompre avec les rôles qui sont attribués justement par la société d'accueil. Hein. Et il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Donc, des questions de droit auxquelles je vais répondre avec l'actualité du moment, avec le droit positif, c'est-à-dire que le droit qui s'applique aujourd'hui aux personnes étrangères, d'accord? Donc, c'est samedi, c'est en ligne, ce sont les vacances, surtout pour ceux qui sont en France, ce sont les vacances. Pour les autres pays, bon, ça dure pas, c'est l'après-midi, en tout cas heure française, donc vous pouvez vous organiser et c'est en ligne, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Mais c'est très important, c'est très important. Vraiment, l'idée de la conférence en ligne, normalement en ligne, je fais que des formations. Je ne fais pas de conférences en ligne. Je fais des formations, je fais des conférences en présentiel. Sauf que là, il y a beaucoup de questions qui reviennent dans ma boîte. Et je préfère faire ça sous forme de conférence. Et puis comme ça, je vais répondre directement aux gens. D'accord? Donc voilà, c'est ce samedi en ligne. Comme c'est en ligne, il y a de la place pour aller jusqu'à 1000 personnes. Donc allez-y. Inscrivez-vous, venez poser vos questions, d'accord? Venez poser vos questions. Donc, on attaque, je referme la parenthèse. Comme je l'ai indiqué au début, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille que nous allons analyser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je rappelle brièvement les faits. Après, j'indique la procédure et je fais lecture de la décision, ok? Et puis, juste pour précision, quand je dis décision, ça recouvre à la fois les jugements, les arrêts, etc. Les ordonnances, ok? Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que une dame est arrivée en France, donc c'est une dame, la requérante, hein, d'accord? Mais je ne vais pas dire ces mots-là, utiliser ces termes juridiques, requérante, partie adverse, etc. Non. Donc, je vais utiliser, je sais pas, Madame Truc. Donc, Madame Machin, Madame Truc, Madame Machine, Madame Bidule et tout, c'est vraiment pour que ça soit juste compréhensible. On est d'accord? Donc, c'est Madame Truc qui est de nationalité algérienne, donc qui a épousé un ressortissant français. D'accord? Et donc, elle est arrivée en France. Elle a pu bénéficier d'un certificat de résidence, d'accord? Ouais, c'est ça, je cherche bien le terme. Donc, elle a demandé un certificat de résidence en qualité de conjointe de ressortissants français. Donc, il faut savoir que pour les Algériens, il y a un accord qui date de 1968, un accord franco-algérien. Je vous en ferai lecture à la fin. Donc, qui règle toutes les questions relatives au séjour des Algériens en France. Il faut pas oublier que l'Algérie, c'est une ancienne colonie de la France et au moment de l'indépendance, il y a eu cet accord-là qui perdure aujourd'hui. D'accord? Qui perdure. Et donc, qui fait que tous les Algériens qui arrivent en France sont soumis
à cet accord. C'est cet accord qui s'applique, ce n'est pas le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'applique aux autres ressortissants étrangers, qui s'applique aux Algériens. Après, il y a aussi l'accord franco-sénégalais, mais ça ne va pas aussi loin que l'accord franco-algérien. Donc, Madame Truc est algérienne. Elle a épousé un Français en Algérie. Et donc, implicitement, le mariage, en tout cas, ça ne le dit pas hein, dans l'arrêt, mais donc, je suppose que le mariage a été retranscrit au consulat, d'accord, de France. Et donc, elle arrive en France avec son mari. La première fois, elle va à la préfecture. On lui délivre un certificat de résidence d'1 an. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle le titre de séjour des Algériens en France. Ça s'appelle un certificat de résidence. On lui a délivré un certificat de résidence d'1 an. Sauf que les choses se gâtent avec son mari. Et donc, la vie conjugale cesse. Et quand elle repart à la préfecture pour solliciter le renouvellement de titre de séjour, enfin, donc de son certificat de résidence, le préfet refuse de lui renouveler le certificat de résidence et donc lui notifie une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire. C'est juste une OQTF de 30 jours, c'est-à-dire que dans 30 jours, elle doit être partie de la France et a fixé le pays de retour. Et donc, cette dame, elle conteste l'OQTF et le refus de délivrance du certificat de résidence devant le tribunal administratif de... Alors que je dise pas de bêtises, devant le tribunal administratif, un tribunal, oui, de Nice, devant le tribunal administratif de Nice, ouh là là, la fatigue de la journée. Sauf que le tribunal administratif la déboute de sa démarche et donc confirme l'arrêté du préfet. Et elle interjette appel de ce jugement du tribunal administratif devant la cour administrative d'appel. Donc, c'est ce qui donne la décision que nous sommes en train d'analyser. C'est bon pour le résumé, hein. C'est une personne, une jeune dame ressortissante algérienne qui a épousé un Français, qui est arrivée en France. Dès qu'elle est arrivée, donc elle est rentrée avec un visa famille de Français, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, le visa famille de Français. Elle est rentrée régulièrement en France, donc elle est à la préfecture, on lui a délivré son certificat de résidence d'1 an, sauf que, entre-temps, la vie conjugale a cessé avec son époux. Et quand on est marié avec un conjoint français, que ce soit un Algérien, en tout cas tout ressortissant étranger, a besoin que l'époux français aille à la préfecture signer cette attestation sur l'honneur prouvant que la vie commune n'a pas encore cessé, qu'ils continuent de vivre ensemble, donc ils sont toujours mariés, pour qu'on renouvelle les documents de séjour. Normalement, c'est la législation qui s'applique. Sauf que là, ils se sont séparés entre-temps pour des raisons qu'on va analyser. Et donc, le préfet dit qu'à partir du moment où elle n'est plus avec le ressortissant français, elle n'a plus le droit d'être en France. Donc, il refuse de lui renouveler le certificat de résidence. Il lui notifie l'OQTF avec un délai de 30 jours. C'est même pas un délai de départ volontaire, hein. C'est 30 jours. Si elle ne se barre pas, elle se fera arrêter par les forces de l'ordre. C'est ce que ça veut dire implicitement, hein. Et a fixé le pays de retour. Sauf que la dame, elle dit que non, parce qu'elle est rentrée régulièrement en France, elle est mariée, et donc elle conteste l'arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Nantes. Le tribunal refuse de lui donner raison, confirme la décision du préfet, l'arrêté préfectoral, et elle interjette appel. C'est ça. Elle conteste la décision du tribunal, donc le jugement du tribunal devant la cour administrative d'appel. Alors, il faut savoir que quand un ressortissant algérien épouse un ressortissant français et qu'il entre en France avec un visa, donc de façon régulière, la première année, il obtient son certificat de résidence valable 1 an. Et l'année d'après, pour renouveler, ça va être un certificat de résidence, mais valable 10 ans. C'est l'équivalent de la carte de résident.
Mais ça ne s'applique qu'aux Algériens. Et c'est l'accord franco-algérien de 68, donc de 1968, qui a réglé tous ces aspects du séjour en France des Algériens. Et c'est cet accord qui prime sur le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les Algériens, on n'applique pas le CESEDA, donc c'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en abrégé CESEDA, qui s'applique à tous les autres, sauf en cas d'accord bilatéral, donc entre deux pays, entre la France et un autre pays. Donc, c'est tout. C'est juste ça, hein. C'est assez simple comme procédure, mais par contre, dans le texte, c'est assez lourd comme argument. Donc, on va faire la lecture. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à analyser. Cela diffère des autres décisions qu'on a déjà analysées dans la mesure où il s'agit d'une ressortissante algérienne à qui le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ne s'applique pas, d'accord, qui a eu plutôt un certificat de résidence et pas un titre de séjour. Et il y a des conditions, d'accord, et ça, c'est typiquement le cas où les femmes rejoignent leurs époux en France et que ça se passe mal. Elle, c'est parce qu'elle est algérienne. Et donc, les accords signés entre la France et l'Algérie sont plus favorables que le CESEDA. Et c'est ça qui a permis à cette dame de se voir, en tout cas de voir son droit au séjour individualisé, hein, s'appliquer à elle seule par rapport à sa situation personnelle. Mais combien se retrouvent dans ce cas? Elles arrivent ici, ça se passe mal avec les maris, et puis elles se retrouvent coincées. Parce que si le monsieur il va pas à la préfecture pour signer, c'est mort, hein. Vous n'aurez pas de papier. Et là, il aurait pu être sans papier comme ça, être renvoyé comme une malpropre, hein. Hein, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et c'est de ça que je veux parler lors de cette conférence de samedi. Vous voyez, c'est pas complètement lunaire, c'est pas complètement déconnecté de la vie, hein. Donc, allez vous inscrire. On va en parler. Il y a des cas comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça se passe comme ça. Aujourd'hui, elle doit son salut au fait que elle avait de bonnes bases intellectuelles, hein, et qu'elle a fait les démarches qu'il faut. Mais je vais pas en dire plus. Je vais juste lire l'arrêt et puis vous allez comprendre, hein. Donc, vu la procédure suivante, vu la procédure contentieuse antérieure, donc Madame Truc, épouse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Donc, comme je l'ai dit, le préfet a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a notifié une OQTF et elle conteste l'arrêté de refus et l'OQTF devant le tribunal administratif et le tribunal administratif rejette sa demande. Donc, procédure devant la cour administrative d'appel. Par une requête enregistrée, Madame Truc, représentée par Maître 1, demande à la cour. Donc, ce sont ses prétentions. Ce qu'elle demande, moi, j'appelle ça pas envie. En gros, ce sont les droits qu'elle fait valoir, les arguments. Il y en a 4, hein. Elle demande 4 choses. Premièrement, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice. Deuxièmement, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes. Troisièmement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence, donc d'obliger le préfet à lui délivrer un certificat de résidence ou à titre subsidiaire, c'est-à-dire que si le préfet estime que les conditions légales de délivrance du certificat de résidence ne sont pas réunies, à ce moment-là, puisque c'est l'accord franco-algérien qui est le plus favorable, et si le préfet trouve que cet accord ne s'applique pas, qu'on examine son droit par rapport
aux droits qui s'appliquent normalement aux ressortissants étrangers. Donc, c'est ce qu'elle dit ici dans sa troisième demande, sa troisième prétention, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire, et de lui délivrer dans l'attente donc du réexamen de son cas ou de la délivrance du certificat de résidence, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Et quatrièmement, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € au titre des frais qui ne sont pas compris dans les dépenses, ok? Donc voilà ces 4 revendications, on peut dire ça comme ça, d'accord? Donc, elle demande à la Cour administrative d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet. Et deuxièmement, elle demande à ce que cet arrêté soit annulé parce que ce qui se passe, c'est que si elle ne demande pas à la Cour d'annuler l'OQTF, la Cour va annuler le jugement du tribunal administratif, sauf que l'OQTF va continuer à courir, donc elle peut se faire arrêter. Et c'est ce qui arrive souvent aux gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ce n'est pas parce que vous allez, par exemple, que le tribunal administratif vous a débouté, que vous allez devant la cour administrative d'appel, qu'il faut oublier de demander à ce que l'OQTF soit annulé. Puisqu'il s'agit d'un arrêté, il faut absolument rapporter cet arrêté-là en droit. Quand on rapporte une décision, ça veut dire qu'on l'annule. Elle n'existe plus. La décision, elle ne produit plus d'effet. Et lorsqu'un préfet notifie une OQTF, il faut absolument que cet arrêté soit rapporté, annulé, pour que ça ne produise plus d'effet. Autrement, si elle se fait arrêter, se fait contrôler par la police, on va voir qu'il y a une OQTF, qui lui a été notifiée et elle va se faire arrêter. Donc c'est pour ça que même si cette dame a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif, elle n'a pas oublié de demander à ce que l'arrêté du préfet soit annulé parce que c'est l'arrêté qui contient le refus de titre de séjour, la notification de l'OQTF et puis le pays de destination. Donc ça, c'est très important. Mais après ça, c'est vraiment des choses, ça c'est du droit pur, quoi. Faut s'y connaître. Mais bon, j'insiste un peu dessus parce que c'est important d'expliquer les choses parce que c'est le but de la page. Et donc, elle demande à ce que la cour ordonne au préfet de lui délivrer le certificat de résidence. Ou alors, si le préfet estime que voilà les conditions sont pas réunies et tout, que le préfet examine sa situation dans une moindre mesure, donc une seconde chance, en fait, pour voir s'il n'y a pas moyen de lui donner autre chose, un autre document, d'accord? Et en attendant, elle demande à ce qu'on lui donne une autorisation provisoire de séjour. Ça, c'est ce qu'on délivre généralement aux étudiants qui viennent de finir leurs études, le temps de trouver un travail, d'avoir une petite expérience avant de rentrer. Généralement, ça dépasse pas 6 mois. Quand tu finis un master 2, un truc comme ça, un doctorat, quand t'as pas de contrat derrière, on te donne une autorisation provisoire de séjour, 6 mois, le temps que tu travailles un peu, que tu aies un peu d'expérience avant de pouvoir repartir chez toi. Et elle précise bien que cette autorisation provisoire de séjour, il faut qu'elle vaille autorisation, ou même qu'elle vale plutôt, du verbe valoir, autorisation de travail. Parce qu'on peut donner une autorisation provisoire de séjour qui ne vaut pas autorisation de travail. Attention, c'est-à-dire que pour travailler, il faut encore demander à la direction départementale du travail une autorisation de travail. Ce sont des petites astuces, c'est des nuances du droit. Mais c'est l'expérience qui permet de détecter ces petites choses-là. Ça va pas de soi, c'est pas naturel. Faut demander, faut solliciter, etc. Il faut bien préciser. C'est pour ça que quand elle demande qu'on lui délivre, qu'on ordonne au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, ça c'est son plan A. Après, hop, plan B. Si ça n'est pas possible qu'on délivre un autre titre de séjour et un plan C,
en attendant qu'on lui donne une autorisation provisoire de séjour. Et après, il y a un plan D. Mais il faut que cette autorisation provisoire de séjour vale autorisation de travail. Au cas où elle trouve un petit boulot, qu'elle ne reste pas les bras croisés. Parce que si elle ne travaille pas, le préfet va s'en servir contre elle. Vous voyez, c'est intelligent, c'est malin. Hein? Donc, elle a eu un plan A, ça c'est son plan principal, un plan B, un plan C, un plan D. Donc, comme quoi, l'alphabet, ça va de A à Z. Hein. Faut pas toujours se focaliser sur le plan A. Ça marche pas, passer au B jusqu'à Z. Vous avez le temps de trouver autre chose. Bon, bah, vous ne partagez pas le live. C'est pour ça que des fois, quand c'est comme ça, je préfère faire ça avec les abonnés payants, ceux qui payent. Au moins, eux, je leur donne les infos. Ce que je dis, vous allez prendre rendez-vous chez l'avocat, 200 € de consultation. Pour suivre votre dossier, c'est 1000 € minimum pour avoir ça, ces infos-là. Donc, juste, tout ce que vous avez à faire, c'est partager, ça coûte rien. C'est fou, ça, quand même. Ça donne pas envie, en fait, ça n'encourage pas. Hein. Ça n'encourage pas. Bon, donc on continue. Alors, donc, elle soutient que les premiers juges, donc, ce sont ses arguments. Ce sont ses arguments. Merci, Tichine, d'aimer le live. Faut partager, ok? Donc, elle soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Donc, je pense que dans le jugement du tribunal administratif, on l'a juste débouté de sa démarche. On n'est pas rentré dans les détails. Donc, et là, on voit bien qu'il y a un travail d'avocat derrière. Donc, il dit, les premiers juges ont omis de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ils ont omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Troisièmement, ils ont omis de répondre aux moyens tirés de l'irrégularité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En gros, ce sont toutes les catégories de contestation qui existent dans la procédure administrative contentieuse. Donc, les avocats, ils ont juste appliqué ça à la décision. Par rapport à l'OQTF, ils n'ont pas dit que c'était légal ou illégal. Hein? Elle dit que c'est insuffisamment motivé parce que les motifs pour une telle décision, il faut motiver la décision, c'est-à-dire donner les motifs, les raisons qui poussent à prendre une telle décision. Et elle dit que les motifs sont insuffisants. La Cour, elle s'est pas prononcée dessus. Et en gros, ils ont tous oublié en fait d'analyser l'OQTF et de dire si c'est légal ou illégal, si c'est suffisamment motivé ou non. En gros, c'est ça qu'elle reproche au jugement du tribunal administratif. Ensuite, ils ont commis, une erreur de droit pour n'avoir pas substitué d'office les stipulations de l'accord franco-algérien aux dispositions du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand un Algérien marié à un Français arrive, voilà, moi je reste sur le masculin, je vais pas m'embrouiller avec machin et tout ça, d'accord? Donc, quand un ressortissant français épouse un ressortissant algérien, que le ressortissant algérien arrive en France, premièrement, c'est l'accord franco-algérien qui s'applique. Ce n'est pas le droit des étrangers, c'est l'accord franco-algérien qui s'applique systématiquement. Donc, c'est ce qu'elle a dit ici, que les juges, ils n'ont pas pris le temps d'appliquer les accords et de façon automatique, ça devrait s'appliquer. Donc, le préfet n'a pas raison. Donc, c'est une erreur de droit. Ensuite, ils ont méconnu les dispositions de l'article R611-7 du Code de justice administrative en ce qu'ils auraient dû procéder à la communication d'un moyen relevé d'office pour procéder à une substitution de base légale. Bon, là, c'est trop compliqué. Ça, c'est vraiment un bon point de droit qui figure dans la procédure administrative contentieuse, d'accord? Donc, les juges
même si le requérant ne soulève pas ce point-là, c'est à eux de se rendre compte que à ce moment-là, ce n'est pas cette loi qui s'applique, c'est l'autre, ou alors ce n'est pas cette disposition qui s'applique, cette disposition légale, mais une autre. En gros, c'est ce que ça veut dire. Mais après, pour ce qu'on fait ici sur la page, c'est pas très important de savoir, voilà. Donc, il existe une contradiction entre le jugement et la décision préfectorale. Donc, elle dit que ce que le préfet a dit et ce que le tribunal administratif a dit ne concordent pas. Choupi, salut, ça va? Donc, c'est ce qu'elle dit, que ça ne concorde pas, que c'est en contradiction. Ensuite, l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet, qui a procédé à un retrait de certificat de résidence, n'a pas fait application d'une procédure contradictoire préalable. Ça, c'est pareil, c'est une procédure. Le principe du préalable, le principe du contradictoire, j'en avais déjà parlé ici par rapport à la justice et tout ça. C'est même la Convention européenne des droits de l'homme, enfin de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il précise. C'est qu'une fois qu'on vous accuse, vous avez le droit de présenter vos observations. Vous avez le droit à ce que votre cause soit entendue. Donc c'est ça le préalable, enfin le contradictoire. Si l'administration, là en l'occurrence le préfet, retire le certificat de résidence et avance des raisons, il doit donner l'occasion à Madame Truc de venir contester cette décision et donc apporter des arguments contraires et se défendre. C'est ça le principe du contradictoire. On l'a pas entendu, voilà, le préfet il a pris la décision dans son coin. En gros, c'est ça qu'elle reproche à la décision du préfet. Ensuite, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ayant été victime de violences conjugales, elle aurait dû voir sa situation régularisée. Ça, c'est pareil, c'est écrit aussi dans le Code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile. Ça, c'est dans la loi. Lorsque quelqu'un épouse un ressortissant français et que la communauté de vie cesse suite à des violences conjugales, de toute façon, automatiquement, ce n'est pas de son fait à elle. Donc, on lui délivre quand même un document de séjour. Surtout si elle a porté plainte, il y a des suites, il y a des traces, etc. Et le préfet, il n'a pas fait application de ce principe. Donc, elle le rappelle aussi. Voilà. Et puis, enfin, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée. Bon, ça, on en parle tout le temps normalement. Ceux qui sont là, qui suivent depuis un mois, qui suivent les lives sur l'analyse juridique, ils doivent savoir ce que c'est que l'article 8 de cette convention. Toujours respect au droit de la vie privée. C'est juste ça. C'est tout. En résumé, bien sûr. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'elle a demandé, toutes ses prétentions, ont été envoyées au préfet des Alpes-Maritimes. Il n'a pas répondu, il a gardé le silence, je l'avais déjà dit ici. Tout ça, ça fait partie de ces stratégies qui sont indiquées dans les circulaires que le ministère de l'Intérieur envoie au préfet. C'est des sortes de consignes qu'on envoie. On se tait. En fait, on ne réagit pas. C'est la politique de la terre brûlée. Comme ça laisse les gens comme ça dans le flou et ça les décourage. Parce que vous faites une démarche, vous êtes là, vous attendez la réponse, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 15 mois, 18 mois, il n'y a pas de réponse. Vous savez même pas où se trouve votre dossier. Vous posez des questions, on vous répond la phrase bateau, que c'est en cours de traitement, votre dossier est en cours d'instruction. Ça s'arrête là. Vous n'en savez rien, absolument rien, strictement rien du tout. Donc, soit de vous décourager, vous repartez, vous laissez tomber, vous tombez dans l'irrégularité, l'illégalité, et c'est tant pis pour vous. Ou alors, vous vous retroussez les manches, vous vous battez, mais actuellement, vous allez y laisser des plumes. Voilà, donc, on a envoyé tout ça au préfet. Silence radio, il n'a pas répondu, il n'a pas bougé, pas contesté, c'est pas manifesté, rien du tout. Pas de mémoire en défense, ni en réplique, rien. Voilà, donc, on en arrive là, vu les autres pièces du dossier, vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, donc 4 novembre 1950, juste pour information.
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de justice administrative. Non, la présidente de la formation du jugement, machin. Voilà, ok. Considérant ce qui suit, donc maintenant c'est la cour qui parle. Parce que la cour, elle a rappelé la procédure, elle a rappelé les prétentions de madame Truc, tout ce qu'elle demande. D'accord? Et puis elle indique comment ça s'est passé. On a envoyé tout ça, le préfet n'a pas répondu. Et puis on a regardé la Convention européenne des droits de l'homme, le code de l'entrée des étrangers, le code de justice administrative et tout, etc. Donc on a écrit toutes les procédures, comment ça s'est passé. Et maintenant, boum, c'est la cour qui parle. J'aime bien cette partie. Considérant ce qui suit. Alors, les considérants, ce sont les arguments de la cour. En droit, on apprend ça. Quand on fait l'analyse d'un arrêt ou quand on fait un commentaire d'arrêt, on explique, on sait ce que c'est qu'un considérant, on définit ce que c'est qu'un moyen, les faits, le problème de droit, la solution, les types d'arrêt, de décision. C'est comme ça qu'on sait que un tribunal, ça rend un jugement, une cour, ça rend une décision, le Conseil d'État, par exemple, ça rend une ordonnance. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, des petites notions comme ça. Mais ça, c'est pareil, je le fais avec les étudiants en droit que j'encadre. Ça, c'est plus adapté, ok? Mais c'est juste des petites précisions terminologiques, c'est important. Alors, donc, il y a 7 considérants, 7 arguments de la cour. Vous savez, de la lecture. C'est parti. Premier considérant. Madame Truc, ressortissante algérienne née en 1990, relève appel, on peut dire relever appel ou interjeter appel, du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Donc, c'est un petit rappel pour rafraîchir la mémoire des parties en présence sur le bien fondé du jugement. Deuxième considérant. Au terme des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ouvrez les guillemets, je cite, le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit, On cite, aux ressortissants algériens marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Point, virgule. Et puis on continue de citer, point. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre donc de ce qu'on vient de dire ici, ci-dessus, est subordonné à une communauté de vie effective entre époux. Fermez les guillemets. Au terme de l'article 7 bis de cet accord, ouvrez les guillemets, le certificat de résidence valable 10 ans. Donc, c'est l'équivalent de la carte de résident pour le commun des mortels des étrangers. Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au A, B, C, G, etc. Aux ressortissants algériens mariés depuis au moins 1 an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article. Donc en gros, quand un Algérien est marié à un Français, qu'il vive depuis 1 an, donc que le mariage a été retranscrit sur les registres
d'état civil des Français, voilà, à l'étranger, etc. Ils arrivent en France. Au bout d'un an, s'ils vivent toujours ensemble, le conjoint algérien, il va avoir une carte de 10 ans de résident. Pour tous les autres étrangers, il faut 3 ans de mariage, que la vie commune n'est pas cessée. Au bout de la 4e année, c'est là que la personne va avoir la carte de 10 ans. Je vous laisse apprécier. 3e considérant, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Donc, je reprends. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Donc, en gros, la Cour rappelle que l'accord franco-algérien est complet en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les Algériens vont être autorisés à rester en France, les conditions dans lesquelles ils vont travailler, les conditions dans lesquelles leurs enfants mineurs peuvent venir s'installer en France. Donc, c'est l'accord franco-algérien qui prime et toutes les questions sont résolues dans cet accord. La nature des titres de séjour qu'ils vont avoir, parce que eux, c'est des certificats de résidence. Donc, tout ça, c'est consigné dans cet accord. Ça veut dire que dès qu'un ressortissant algérien marié à un ressortissant français arrive en France, il faut absolument appliquer l'accord franco-algérien. C'est ce que la Cour rappelle ici. Donc, elle continue. Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article L 423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue. En tout état de cause, celle de l'article L 425-6 du Code de l'entrée du CESEDA. Donc, je reprends. Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions du CESEDA relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, ni, en tout état de cause, celle de l'article du CESEDA. C'est-à-dire que quand un étranger de nationalité algérienne arrive en France, suite à un mariage avec un ressortissant français, elle n'a pas le droit de solliciter un document de séjour en invoquant, en faisant appel au CESEDA qui s'applique à tous les autres étrangers, même si par la suite, ce ressortissant algérien ne vit plus avec son partenaire français, suite à des violences conjugales, par exemple. Donc, en clair, le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux Algériens. Point. C'est ce que la Cour rappelle ici. Et au préfet et à Madame Truc. Donc, je continue. Toutefois, donc c'est un bémol. Parce que la Cour dit que utilement, c'est-à-dire normalement, en temps normal, naturellement, une Algérienne ne peut pas se baser sur le code des étrangers pour demander un titre de séjour parce qu'elle ne vit plus avec son mari français suite à des violences conjugales. Mais, on ne sait jamais, malgré tout, cependant, nonobstant,
il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, c'est-à-dire que comme le préfet, c'est le représentant de l'État dans la région, d'accord? Ça, j'avais déjà expliqué. C'est lui qui représente l'État et il a ce pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire c'est à sa discrétion, c'est lui qui décide, c'est-à-dire à son bon vouloir. En gros, c'est ça, c'est à la tête du client, si vous voulez. C'est le préfet, il décide. Il n'a pas de compte à rendre, personne ne lui dit ce qu'il faut faire, machin. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Malgré tous les pouvoirs que lui confère justement son statut de préfet, il a cette possibilité, en tout cas c'est cette particularité-là de décider s'il le veut ou pas, selon son bon vouloir, d'accord? D'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Vous voyez, c'est très subtil. Vraiment, on aurait pu dire, bon, le préfet, il va décider, comme la femme, elle est victime de violence et tout, donc, allez, qui lui donne... Non, non, non. La Cour rappelle que malgré tout, c'est au préfet, par rapport au pouvoir que la loi lui donne, de voir, par rapport à tous les documents, tous les justificatifs qu'on lui a présentés, si c'est possible de donner des papiers à cette dame, en tout cas de régulariser la situation. Et ça, ce pouvoir-là, il est très fort, il est très puissant et quasiment 100% des préfets s'en servent. Et normalement, quand des gens qui travaillent en France, qui n'ont pas de papier, qui ont travaillé depuis 3 ans par exemple, veulent demander une régularisation en s'appuyant sur la circulaire Valls de 2012, d'accord, c'est ce pouvoir discrétionnaire du préfet qui s'applique. C'est-à-dire que, en gros, vous venez demander, vous suppliez le préfet de régulariser votre situation, de vous donner un titre de séjour, de donner les papiers. Et donc, le préfet, c'est lui qui va décider. Il va se dire, ouais, bon, sa tête me revient, ou aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc d'accord, je régularise sa situation. Sinon, non, aujourd'hui, je me sens pas bien. Bah non, aujourd'hui, pas de papier. Voilà. En fait, c'est ça le pouvoir discrétionnaire. C'est vraiment son bon vouloir, hein. C'est sa bonté, quoi. C'est à sa bonté. Voilà. S'il est de bonne humeur, ça va. S'il est de mauvaise humeur, s'il est ronchon, bah, c'est mal barré. Donc voilà. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. Donc, la Cour, elle dit que ce n'est pas à elle de décider si la personne a droit ou non à un titre de séjour, si la personne a droit ou non d'être régularisée. C'est simplement pour analyser le droit. Donc, c'est ça que la Cour rappelle. Si elle intervient là, en tant que juge de l'excès de pouvoir, elle va juste vérifier si le droit a été appliqué, oui ou non. Point, ça s'arrête là. Si le préfet allait au-delà, s'il a dépassé son pouvoir, au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés ou non. Donc, ça s'arrête là. C'est juste l'analyse du droit. C'est le rôle de la Cour de cassation parce que la cassation, c'est uniquement juger en droit. C'est le point de droit. Si la loi dit qu'une personne qui mesure 1,80 m arrive, on doit lui donner un document A, et que la personne arrive, on lui donne un document D, la Cour de cassation, elle va juste regarder. Hein. Si la personne fait 1,85 m, 1,78 m, c'est pas son problème. C'est juste qu'on dit 1,80 m. Donc, si la personne fait 1,81 m, c'est qu'elle dépasse 1,80 m. Donc, on lui donne le document A. Ça s'arrête là. Que le document A soit jaune, bleu, vert, c'est pas le problème de la Cour de cassation. La Cour de cassation est juge en droit. Point. Le fond, la forme, tout ça, ça n'est pas du ressort de la Cour de cassation. Point de droit, ça c'est très important. Donc la Cour, c'est ce qu'elle dit. Ensuite, 4e considérant. La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du petit A de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux,
aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière résultant des violences que son conjoint lui faisait subir depuis son arrivée sur le territoire français. Donc, je vais relire et puis j'explique. La requérante, dans celle qui se plaint, Madame Truc, elle soutient donc comme argument que le préfet des Alpes-Maritimes, le préfet qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence par rapport à l'accord franco-algérien, parce qu'elle ne vit plus avec son mari, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière résultant des violences que son conjoint lui faisait subir depuis son arrivée sur le territoire français. Donc, comme la Cour l'avait rappelé un peu plus tôt dans le 3e considérant, c'est que le préfet, c'est son pouvoir discrétionnaire par rapport à tout le dossier. C'est à lui de voir s'il est possible de délivrer un document à la dame parce que la communauté de vie a cessé, mais ce n'est pas de son fait à elle. C'est parce que son conjoint, son mari, lui faisait subir des violences. Donc, c'est pour ça que la vie commune a cessé. Et donc, elle reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de cette situation. Il ressort des pièces du dossier. Donc là, c'est la Cour, elle prend l'argument de la dame, de Madame Truc, et dit, voilà ce que la dame a dit, que le préfet, il n'a pas pris le temps d'examiner, voilà, que c'est pas de sa faute à elle s'ils ne vivent plus ensemble. C'est ce qu'elle dit. Et puis, la Cour dit, bon, par rapport au dossier qu'on a étudié, voilà ce qu'il en est. Donc, la Cour dit, il ressort des pièces du dossier que Madame Truc, ressortissante algérienne née en 90, s'est mariée en Algérie avec un ressortissant français et qu'elle est entrée régulièrement en France pour l'y rejoindre munie d'un visa famille de Français, parce qu'il y a différentes catégories de visas. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et donc là, vous voyez, c'est très important parce qu'elle est venue avec un visa. Donc, on a pu retrouver la souche de sa demande de visa. On a retrouvé son passage à la police aux frontières. Et donc, on sait qu'elle est entrée régulièrement de façon légale sur le territoire français. Et donc, c'est ça qui lui sauve un peu la peau aussi. C'est très important de faire les choses dans la légalité. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et a obtenu en application du petit 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien un premier titre valable 1 an, d'accord, valable 1 an parce qu'elle venait d'arriver avec son visa famille de français. Donc logiquement, elle va à la préfecture, on lui donne un document, un titre de séjour, un certificat de résidence valable 1 an. Elle a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, donc sur le fondement de l'article 7 bis petit a de l'accord franco-algérien, en faisant état des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son époux, la contraignant à mettre fin à la vie commune pour s'y soustraire. Donc, une fois, c'est à peine 1 an arrivé que son mari, il la maltraite. Et donc, elle était obligée de partir de la maison. Vous, les femmes, soi-disant mariées, qui venez rejoindre vos maris ici, voilà ça la réalité. 1 an à peine. Comment il l'a... Bon, je peux même pas dire les mots ici. Il l'a bien obligé de partir. Quand on vous dit, inscrivez-vous à la conférence, venez apprendre des choses, ce qui se passe dans la vraie vie, pour être informé, pour ne pas tomber des nues. Vous ne voulez pas vous former, vous informer. Voilà ça. Ça, il n'y a même pas 3 mois, ce que je suis en train de vous lire. Ça fait 1 an à peine, la procédure. 1 an, 2 ans que ça dure. C'est tout. Quand je parle de l'individualisation du droit au séjour, voilà, on tombe dans ça. Les primo-arrivantes en France, là. Vous qui venez d'arriver en France, vous les femmes, ne venez pas, ne venez pas poser vos questions, ne venez pas apprendre des choses en droit. Comment ça se passe ici? Vous allez subir. Bon, moi je continue.
Il ressort, donc la cour continue, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence conjugale déclarés par Madame Truc dans son dépôt de plainte, dont le classement sans suite a été contesté par elle devant la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la procédure pénale étant toujours en cours, sont précisément corroborés par le rapport de réquisition médico-psychologique réalisé par le médecin légiste du centre hospitalier universitaire de Nice. Médecin légiste. Je vais lire, je finis d'abord la phrase, je vais revenir dessus. Le certificat établi par le docteur C, les attestations de suivi établies par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles et l'attestation détaillée établie par son oncle. Voilà tout ce qu'elle a produit à l'appui de son dossier. Et la Cour les énumère ici. C'est-à-dire que elle n'a pas juste dit qu'elle était victime de violences conjugales. Elle a porté plainte. La plainte a été classée sans suite. Elle a contesté ce classement sans suite auprès de la procureure générale, près de la cour d'appel. Elle a été au Centre d'information sur le droit des femmes, les CIDFF. Il y en a partout, dans toutes les villes en France. Il y a le Centre d'information sur le droit des femmes. Partout, partout, partout. Donc, elle a été suivie là-bas. Et ces violences ont été consignées dans des certificats médicaux. Il y a 2 certificats établis par le médecin légiste du CHU de Nice. Vous vous rendez compte, le médecin légiste, lui, c'est quoi son travail? C'est de faire les autopsies. Quand on fait une autopsie, c'est que la personne, elle est décédée. Mais quand c'est un médecin légiste qui examine une personne victime de violence, c'est-à-dire qu'elle a reçu des coups, il y a des bleus, il y a des traces, il y a des cicatrices. Et c'est un médecin légiste qui, en temps normal, fait une autopsie des cadavres qu'il a examinés, qui a délivré 2 certificats. Vous vous rendez compte du niveau de violence qu'elle a subi, Vous qui idéalisez le mariage à tout prix, la réalité du terrain tout autre, venez, inscrivez-vous à la conférence samedi. Vous allez découvrir des choses. Vous allez entendre des choses. Contrairement à ce qu'on vous fait miroiter et tout. Elle est née en 90, cette dame. C'est pas une vieille, 90. À peine 30 ans. Mariée, même pas 1 an. Regardez tout ce qu'elle a subi. On l'a tellement battu que c'est un médecin légiste qui a dû l'examiner. Et il était réquisitionné. Donc, j'imagine que si elle a été réquisitionnée, c'est parce que la police est venue, ou alors les pompiers, et puis qu'ils l'ont emmenée d'urgence au CHU. Vous vous rendez compte? À peine 30 ans. Elle se marie, elle rejoint son mari, elle se fait tabasser. Elle va au centre d'information du droit des femmes et ce sont les secours qui l'emmènent au CHU parce que c'est ça. Si on a réquisitionné un médecin légiste pour l'examiner, établir 2 attestations, ça veut dire que c'est pas arrivé qu'une seule fois. Elle a porté plainte, la plainte a été classée sans suite. Maintenant, j'ose espérer que les policiers, ils sont mieux formés maintenant pour les dépôts de plainte. Je pense, maintenant, il y a des formations. Il y a des agents assermentés qui sont spécialisés pour recevoir les dépôts de plainte quand il s'agit de violences conjugales. Vous vous rendez compte? 30 ans à peine. Donc, il ressort en outre que Madame
truc s'est trouvé lorsqu'elle vivait avec son époux dans un état d'isolement social et professionnel total, alors qu'elle bénéficiait de qualifications professionnelles notables jusqu'à son arrivée en France. Vous voyez, c'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui en France. Ces gens, il y en a comme ça, cette catégorie d'hommes qui vont dans les pays épouser des femmes, des jeunes filles, les ramener ici et les privent de tout. Elles viennent ici, ils confisquent leurs documents d'identité, donc elles ne peuvent pas aller travailler. Isolement, hein, vous voyez ce qu'on dit, hein? Isolement social et professionnel total. Elle ne travaille pas, elle n'a pas d'amis, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien du tout. Il l'enferme à la maison. En gros, c'est ça. Elle est sa boniche. Donc, ça va être son boulot. Pondre des enfants, faire le ménage, la vaisselle, la cuisine et puis servir de vide. Je vais pas dire le truc ici parce que c'est un machin de vide couille en gros. C'est ça. Et ça s'appelle un mari. Il y en a beaucoup comme ça qui vivent ça, qui ne savent pas comment ça se passe, qui débarquent comme ça, hein, parce qu'elles sont mariées, elles sont contentes d'être mariées, faire comme les copines ou aux yeux de la société, du qu'en dira-t-on, parce que quand on est une femme, on arrive à un certain âge, qu'on n'est pas marié, on est mal vu par la société, quand on n'a pas des enfants, on est mal vu, machin. Qui vous a dit que le mariage c'était la fin de la vie? C'était quoi? C'est un objectif de vie? Les enfants, c'est pas un objectif de vie, hein. Vous en avez, tant mieux. Vous en avez pas, basta. Vous adoptez, vous avancez. Il y a des gens qui vivent bien sans enfants, qui vivent bien sans être mariés. Si ça arrive, tant mieux. Mais vous ne vous mariez pas pour vous faire battre. Elle a été examinée par un médecin légiste. C'est comme si c'était un cadavre. C'est révoltant. Ça donne envie de gerber. Mais ça ne sert pas d'exemple. Parce que peut-être que les gens, bon, ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas comment faire pour aller chercher ces informations-là, hein, pour savoir ce qui se passe concrètement. C'est ça la réalité de ces femmes qui arrivent en France. Isolement social et professionnel total, alors que en Algérie, elle avait de très bonnes qualifications professionnelles. C'est la justice qui le dit, qualifications professionnelles notables. Pesez bien, la cour, elle pèse les mots, qualification professionnelle notable. C'est-à-dire qu'elle avait un bon niveau d'études, elle est diplômée. C'est une intellectuelle qui a de bonnes expériences, de bonnes capacités intellectuelles. Tout ça pourquoi? À cause d'un mariage. Il y en a beaucoup comme ça. Ça, c'est qu'un cas parmi tant d'autres. Et j'ai fait exprès de choisir cet arrêt pour en parler ici. Parce que ça introduit bien la conférence qui a lieu samedi. Inscrivez-vous. Venez apprendre des choses. 2 certificats médicaux délivrés par un médecin légiste. Quand je continue ma lecture, à bonne entendeuse, hein, il en ressort, en outre, voilà, ça, notable jusqu'à son arrivée en France, dès lors que le préfet, qui n'a produit d'écriture en défense, ni en première instance, ni en appel, ne conteste pas ces faits, la requérante doit être regardée au vu des éléments qu'elle produit, comme établissant que la rupture de la communauté de vie a été provoquée par les violences de son conjoint. Donc, en gros, c'est ce que je vous dis. Le préfet, il a pris son arrêté d'OQTF, de refus de délivrance de certificat de résidence, et après, plus rien. Silence radio. Même quand le tribunal lui a envoyé les documents, 0 réponse. La cour lui a communiqué la requête, a fixé la date de l'audience, machin, rien. C'est-à-dire ni en première instance, ni en appel, rien du tout. La préfecture n'a pas réagi. On a laissé le dossier comme ça pourrir. Heureusement que je pense que cette dame, elle a dû être bien entourée. Parce que là, il y a une avocate qui a bien fait son travail pour que cette décision aboutisse. Et je vous dis tout de suite, elle a eu raison. Hein. Je vous dis la fin tout de suite. Elle a eu gain de cause. Heureusement qu'elle était, justement, elle, comme elle, c'est une intellectuelle.
Elle avait des qualités professionnelles, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des études, etc., qui est lettré, qui est intellectuel, et qui s'est battu pour avoir tout ça et tout. Mais imaginez, celles qu'on va prendre au village, qui ne savent rien, qui veulent juste venir en France, qui arrivent en France. Alors, imaginez les violences, c'est même pas physique, ça, c'est psychologique, les violences sociales, etc. Vous imaginez un peu? En tout cas, moi, je continue. En conséquence, en refusant de délivrer à Madame Truc un certificat de résidence en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux et en ne tenant pas compte du soutien psychosocial qu'elle, dont elle bénéficie au sein du centre d'information sur les droits des femmes et des familles rendu nécessaire par les violences qu'elle a subies, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Madame Truc. Donc, en gros, la Cour dit que le préfet a eu tort par rapport à tout ce qu'elle a présenté comme preuve. C'est pas comme si elle disait juste qu'elle était victime de violence. Il y a toutes les preuves, toutes les attestations, même le centre d'information sur les droits des femmes et des familles a fait un suivi. On lui a attribué un psy, parce que c'est ça, hein. On lui a attribué un psy. Le médecin légiste a établi des certificats médicaux. Elle a déposé plainte. Tout ça, le préfet, il s'en fiche, en fait. Il n'en a même pas tenu compte. Préfet des Alpes-Maritimes, Nice, Menton, frontière avec l'Italie. Il s'en fiche. Il n'a même pas regardé le dossier. En gros, c'est ça, hein. On a juste vu qu'elle était mariée avec un Français, qu'elle n'est plus mariée avec lui. Donc, systématiquement, OQTF, machin, rien. Je vous le dis, hein. Je le répète. 99% des OQTF sont complètement illégales. Parce que dans les préfectures, comme je vous l'ai dit, il y a tellement de délégations de signatures que la personne qui signe les OQTF fait juste un copier-coller, n'analyse pas. Parce que ça, même un étudiant de première année en droit analyse le dossier juste en voyant 2 certificats médicaux d'un médecin légiste, des attestations de psy, du centre d'information sur les droits des femmes et des familles, etc. Vous regardez ça tout de suite, vous savez que cette personne est victime. Point. Vous ne discutez pas. Mais ça, le préfet, parce que c'est dans la politique, hein, politique du chiffre, politique du durcissement des conditions, alors que là, ça, il n'y a même pas lieu. C'est-à-dire que elle, c'est la personne qui est dans tous ses droits. S'il y a quelqu'un qui a le droit d'avoir automatiquement ses papiers, c'est cette dame. Mais ça, j'ai dit, un étudiant en droit première année, il fait un TD. Droit de la famille, droit des étrangers, vous lui soumettez un cas comme ça, tout de suite, il vous règle ça, hein. Donc, à la préfecture, on s'attend à un autre niveau, à un niveau d'analyse, à un niveau un peu plus élevé que la moyenne. Mais non, et puis, zéro réaction. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, quand vous avez des décisions comme ça, il faut les contester. Parce que ça ne tient pas. Les OQTF ne tiennent pas devant les juges, ceux qui ont fait des études, qui ont de l'expérience, qui ont les textes de loi sous les yeux, ça ne tient pas. Parce que à la base, il n'y a pas de... C'est dépourvu de base légale. C'est dépourvu de base légale. C'est creux, c'est vide. Donc, par suite, la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Donc, tout ce qu'elle a demandé, sauf, bon, il y a un truc, voilà, c'est pas grave, mais tout ce qu'elle a demandé lui a été accordé. Parce que ça n'est pas possible de faire autrement par rapport à tout ce qui a été fait. C'est un médecin légiste, il y a un psy, il y a la plainte auprès de la procureure, vous vous rendez compte? Procureur général près la cour d'appel. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, hein.
Vous voyez? C'est-à-dire que cette dame, elle s'est battue bec et ongle pour avoir toutes les preuves. En France, c'est pour ça que je vous le dis tout le temps. Faites votre démarche légale. Gardez les preuves. Gardez les documents. De préférence, faites les choses par écrit. Parce que quand vous arrivez à un certain degré dans l'administration, ce ne sont que des preuves. Les preuves par tout moyen, tout document. Le médecin légiste, il est assermenté. Le psy, il est assermenté. Les juristes qui travaillent dans le centre d'information ont comment on appelle ça, une force quand même, hein, un statut particulier, d'accord? Donc, ce sont des choses probantes, ce sont des preuves probantes. Donc, il faut toujours, de préférence, avoir des preuves écrites. Tout ce qui est documents et tout, conservez-les. Parce que ça sert. Quand vous arrivez à ce sommet-là du droit, c'est argument contre argument, preuve contre preuve. Là, tout ce qu'elle a dit, elle l'a prouvé. Et c'est pas, ces attestations n'ont pas été signées par n'importe qui, hein, un médecin légiste. C'est quelqu'un qui a pignon sur rue, hein, dont on respecte quand même les compétences parce qu'il y a des années d'études derrière. Vous voyez? Et les primo-arrivantes, ça c'est une primo-arrivante, hein. Une primo-arrivante qui s'est mariée, qui était toute contente, qui a laissé sa vie, son travail pour rejoindre son mari. Regardez sa réalité. C'est de ça que je vais parler samedi, là. Venez vous inscrivez-vous, hein. Venez voir. Venez découvrir des choses. Voyez comment on fait, ce qu'on fait. Ça, malheureusement, cette analyse donne des arguments, donne des astuces à suivre pour les primo-arrivantes. Voilà ce qu'il faut faire, malheureusement. Mais bon, après, j'en parlerai autrement, dans d'autres termes, samedi. Donc, le 5e considérant, il résulte de tout ce qui précède, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on a dit jusque-là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, que Madame Truc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à l'annulation. Donc, en gros, la Cour dit que rien que d'analyser sa situation, il n'y a même pas besoin de regarder le reste de cette demande. Le tribunal administratif a eu tort de rejeter sa demande. Le préfet a eu tort de refuser de lui délivrer le certificat de résidence et de lui notifier l'OQTF avec le pays de destination. Donc, la Cour, elle annule toutes ces choses-là. Tout ce qui a été fait là, zéro. Comme si c'était rien produit. Sur les conclusions à fin d'injonction. Donc, on arrive au 6e considérant, hein, sixième considérant, les arguments de la Cour. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Madame Truc un certificat de résidence algérien d'1 an portant la mention vie privée et familiale, et ce, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Donc, en gros, la Cour dit, elle oblige, elle donne ordre, elle ordonne au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'1 an. Le préfet, il a 2 mois pour le faire. Il n'y a même pas besoin de tergiverser, de pinailler, de discuter. La Cour ordonne, parce que c'est ça, enjoindre à quelqu'un de faire quelque chose, c'est lui ordonner, donner l'ordre, intimer l'ordre de faire quelque chose avec résultat. C'est une obligation de résultat là, hein, dans 2 mois. Pour l'instant, à ce stade, la Cour dit qu'il n'y a pas besoin d'astreinte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de sanctions financières en plus de cet ordre-là. Donc, dans 2 mois, le préfet doit donner à cette dame un certificat de résidence d'1 an. Sur les frais liés au litige,
il y a lieu en application de l'article machin de mettre à la charge de l'État la somme de au titre des frais exposés par madame voilà et non compris dans les dépenses. Les dépenses, c'est la condamnation, les frais liés aux procédures. Donc voilà. Donc en gros, je vous relis tout ce que madame Truc a demandé au début et puis par rapport aux considérants, vous allez voir donc qu'elle a demandé qu'on annule le jugement. Le jugement est annulé. Qu'on annule l'arrêté du préfet. L'arrêté du préfet est annulé, l'OQTF est annulé, le pays de résidence annulé, le délai de départ annulé. Elle a demandé qu'on enjoigne au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et en attendant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. On a enjoint au préfet, c'est-à-dire qu'on l'a obligé, on a ordonné, on a commandé au préfet de lui donner son certificat de résidence. On n'a même pas dit, oui, de réexaminer le dossier pour voir si éventuellement il peut avoir un titre de séjour, une autorisation, parce que l'autorisation de séjour, c'est 6 mois. Hein. Après, voilà, et tout. Non, non, c'est obligation de lui donner un certificat de résidence d'1 an. Point. L'année prochaine, il va avoir sa carte de 10 ans. C'est tout. Donc, voilà. Tout ce que la Cour n'a pas retenu, c'est juste l'astreinte, la sanction financière, parce que c'est ce qu'elle a dit ici, sous astreinte de 100 € par jour de retard. C'est tout ça. C'est juste ça que, en l'état actuel des choses, de toute façon, le préfet est obligé de lui donner le certificat de résidence. Mais si dans les 2 mois, il ne le fait pas et repart à la Cour, là, il va avoir une condamnation financière. Vous vous rendez compte du parcours de combattant que c'est? Juste pour avoir un titre de séjour d'1 an. Parce que le certificat de résidence, là, c'est l'équivalent d'un titre de séjour d'1 an. 1 an. Comment il a bataillé avec les certificats d'un médecin légiste. Médecin légiste. Celui qui fait les autopsies. Il a fait 2 certificats médicaux. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'elle était tout près de passer l'arme à gauche. Hein. Elle a échappé à la mort, cette dame. Donc, la Cour décide. Article 1er, le jugement du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2, il est enjoint au préfet de délivrer à madame Truc, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'1 an portant la mention vie privée et familiale. Article 3, l'État versera la somme de 1500 € en application de l'article du Code de justice administrative. Article 4, le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le surplus, c'est juste le... Salut Jean-Luc, ça va? Le surplus, c'est juste l'astreinte. Parce que la Cour estime que, de toute façon, à ce stade-là, il n'y a pas besoin d'astreinte. Parce qu'on a commandé, on a obligé, on a donné l'ordre au préfet de lui donner son certificat de résidence. Donc, en l'état actuel des choses, pas besoin d'astreinte. C'est juste ça qui a été refusé, qui a été rejeté, le surplus. C'est-à-dire ce qui est en plus là, c'est tout. Article 5, le présent arrêt sera notifié à madame Truc et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, parce que c'est le chef des préfets, les préfectures relèvent du ministère de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Voilà. Voilà la fin de notre arrêt, de notre décision de la Cour administrative d'appel de Marseille. Voilà. Donc, les primo-arrivantes, quand vous arrivez en France, vous franchissez la frontière. Vous arrivez sur le sol français. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. C'est pas gagné. C'est pas parce que vous avez épousé un Français, vous arrivez en France qu'on va vous dérouler un tapis rouge. J'en parle. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. J'en parle samedi dans la conférence. Comme je suis là, ça va être open. C'est sur Zoom. Tranquille. À la fin, de toute façon, je pense même que ma présentation, elle va pas être très longue, mais je vais prendre le temps de répondre aux questions. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de nombre limité de questions, c'est illimité. Donc, inscrivez-vous, venez apprendre des choses en droit. Je sais que
les Noirs en général, ils n'aiment pas investir dans ce qui est immatériel, dans la formation, dans la connaissance, dans l'intelligence et tout. Ce que je mets là, c'est rien du tout. Hein. Je vous ai dit, hein. Vous allez voir un avocat, il va vous accorder 15 minutes, vous allez payer 200 €. Il vous dira même pas tout ça, il prendra pas le temps de faire ça, ce que je suis en train de faire. Venez à la conférence parce qu'il y a des frais. Donc, voilà. Venez samedi, venez poser vos questions. Je vais prendre le temps de vous répondre. Là, je le fais, bon, je le fais, voilà. Mais autrement, je vais prendre le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile à jour de toutes les décisions de la promulgation de cette loi qui est entrée en vigueur au mois de juillet. Du contrat d'engagement. Je vous l'ai dit, peut-être vous ne le savez pas. Depuis le 1er juillet, pour bénéficier d'un titre de séjour en France, il faut signer le contrat d'engagement. Il y en a 7. C'est en quelque sorte vous prêtez serment. Si vous ne signez pas, vous n'avez pas de titre de séjour. Venez, je vais vous expliquer ça samedi. Inscrivez-vous. Il y a de la place. Je l'ai dit, c'est sur Zoom. On peut aller jusqu'à 1000. Venez vous former. Hein. Cette dame, si elle n'était pas instruite, aujourd'hui, on serait peut-être en train de mettre rip quelque part. Elle serait entre 4 planches. Je vous le dis. Si le médecin légiste a établi 2 certificats médicaux, j'imagine même pas. Parce qu'en temps normal, quand il y a ces trucs comme ça, tout de suite, ça se voit, un médecin généraliste peut établir un certificat. Mais là, c'est un médecin légiste, il l'a fait 2 fois. Si elle n'avait pas été intellectuelle, si elle ne savait pas, elle n'était pas bien entourée, si elle ne savait pas où trouver l'information, comment faire les procédures et tout, elle serait entre 4 planches aujourd'hui. On serait en train de mettre rip. Donc, moi, j'ai fini de vous parler. Hein. Inscrivez-vous samedi. Je vous avais déjà mis le... J'avais déjà mis le flyer sur la page. Bon, après, il y a le petit début là. Vous voyez? Problématique de l'accueil et de l'intégration des femmes primo-arrivantes en France. C'est en ligne, c'est sur Zoom. Inscrivez-vous, venez. Je vais vous parler du droit des primo-arrivantes en France à la lumière du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile. Bon, parce que je travaille avec, donc j'ai 2 bureaux. Je ne l'ai pas là sur moi, mais regardez, ça fait à peu près... ça fait à peu près hein, la même... Voilà, ça fait le même volume à peu près, la même taille. Ça, c'est le code civil, hein, d'accord? Mais le code des étrangers fait à peu près ça. Ouais, un peu plus. Je crois qu'il fait plus... Ouais, peut-être un peu plus la taille du code pénal. Ouais, il fait à peu près ça. Donc, il y a tout ce qu'il faut savoir sur le droit des étrangers. Le séjour, les titres de séjour, les démarches, les astuces et tout. Venez samedi, je vous en parle, tranquille. C'est de l'expertise, d'accord? Donc, voilà, merci à vous tous si vous êtes connectés. Abonnez-vous à la page parce que ici, vous voyez, la page est là, Panavik Learning School. Ça, ce sont mes réseaux sociaux. Vous tapez juste Panavik Learning School, vous allez tomber sur YouTube. De toute façon, le lien sur ma page YouTube est sur ma page TikTok. Vous tapez Panavik sur Instagram, vous allez me trouver. Sur Facebook, vous allez me trouver. Toujours Panavik Learning School. Vous allez me trouver. Abonnez-vous. Après, les vidéos diffèrent selon les moments, selon les instants, parce que sur Facebook, c'est purement l'institut. Hein, l'Institut Panavik Learning School. Donc, il y a des choses, mais il n'y a pas tout parce que les accès sont privés. Donc, il y a des étudiants, il y a des grands élèves en ce moment. Donc, chacun son espace, d'accord? Mais dans tous les cas,
mes réseaux sociaux, Panamic Learning School. Vous avez toutes les notions que je publie dans les vidéos, dans les posts, etc. Mais après, vous pouvez me contacter aussi en privé. Il y a mes coordonnées partout, sur toutes mes plateformes. Je suis en train de travailler avec mon équipe à harmoniser tout ça directement sur mon site internet, mais je vous mettrai ça ici. Comme ça, on va bien catégoriser les choses pour les étudiants en droit qui ont besoin d'un accompagnement dans la rédaction de leur mémoire de fin d'études, dans la soutenance, dans la correction des mémoires, pour les adultes qui veulent faire une remise à niveau en français ou être préparés à leurs entretiens d'embauche, à revoir leur CV, leur lettre de motivation, pour les étudiants en général, pour les fiches de paie, pour les analyses d'arrêt, c'est très important, pour les dissertations juridiques et pour des gens, pour leurs démarches administratives, les suivis auprès de la CPAM, de France Travail, de la préfecture, les rendez-vous en ligne, les retraites titres de séjour, les demandes de titres de séjour, de régularisation, de naturalisation et tout ça, c'est en privé, l'accompagnement. Mais il faut me contacter à mes coordonnées sur toutes mes pages. Voilà, donc merci à vous tous d'avoir suivi le live. Donc, je vous donne rendez-vous demain, si tout va bien. Il va être minuit, il faut que j'y aille, j'ai des choses à faire. J'ai ma journée de travail qui m'attend aussi, puis il y a la famille et tout. Donc voilà, merci à vous tous. En tout cas, je m'efforce au moins une fois par jour de faire une analyse sur le droit des étrangers, par rapport au titre de séjour, aux OQTF, etc. Mais ce n'est pas la même chose tous les jours, ça change. Il y a des OQTF assortis d'une interdiction de retour sur le territoire, d'autres non. Là, vous voyez, c'est autre chose, mais c'est toujours sur le droit des étrangers, d'accord? Donc ça me fait plaisir, c'est ma passion. Donc j'en parle facilement et sereinement, d'accord? Donc passez une bonne nuit et puis soyez nombreux demain, ok? Abonnez-vous, hein, n'oubliez pas. Abonnez-vous à ma page et puis partagez le live, ça peut aider d'autres personnes, ok? Donc voilà, bonne nuit et puis ciao ciao, à demain.